Abonnez-vous à Confession interdite. Maintenant, commençons. Victor Vincent se tenait dans le couloir stérile du centre médical, la montre de son père pesant lourdement à son poignet. 3 semaines s'étaient écoulées depuis les funérailles d'Hugo Vincent. 3 semaines depuis la crise cardiaque qu'il avait emporté à 62 ans. Cette montre était tout ce qu'il restait à Victor de l'homme qui lui avait appris qu'une poignée de main signifiait quelque chose. Que la parole donnée était un engagement sacré. Que la famille passait avant tout. Toujours. Le dépistage génétique avait été l'idée de sa sœur. Papa est parti jeune. Vic, avait-elle dit lors de la veillée funèbre, tu as des jumeaux auxquels penser. Fais-toi tester. Sache à quoi t'en tenir. Un conseil pragmatique. Victor appréciait le pragmatisme. Il avait bâti sa carrière là-dessus. 20 ans en tant qu'architecte en restauration, a sauvé des bâtiments centenaires du bord de l'effondrement. On apprenait à voir ce que les autres manquaient. Les dommages structurels cachés, la pourriture sous la peinture fraîche, les mensonges que les gens se racontaient sur des fondations qui ne tiendraient jamais. Son cabinet, Vincent et Associés, avait la réputation de découvrir la vérité dans les vieux bâtiments, aussi laide que puisse être cette vérité. À 43 ans, Victor avait tout ce qu'un homme pouvait désirer. Mathilde, sa femme depuis 17 ans, belle et dotée d'un franc-parler qui maintenait toujours son intérêt en éveil. Les jumeaux, Juliette et Lucas, 15 ans, parfaits dans cette façon si imparfaite qu'ont les adolescents. Une grande maison de maître dans les Yvelines, qu'ils avaient restaurée ensemble pièce par pièce. Son nom sur des bâtiments à travers 3 régions. La porte du bureau du docteur Albert Leroux s'ouvrit. Le généticien était plus jeune que Victor ne l'avait imaginé, peut-être 35 ans, arborant cette expression prudente et neutre qu'adoptent les médecins quand les nouvelles sont mauvaises. Monsieur Vincent, je vous en prie, entrez. Victor s'attendait à ce qu'on lui parle de marqueurs de cholestérol, de maladies cardiaques héréditaires, peut-être de quelques changements de mode de vie. Il ne s'attendait pas à ce que le docteur Leroux ferme la porte et la verrouille. Il ne s'attendait pas à ce que l'homme s'assoie en face de lui et croise les mains comme un prêtre se préparant pour une confession. Je dois vous montrer quelque chose, dit le docteur Leroux. Et je veux que vous sachiez que j'ai vérifié ces résultats à 3 reprises. J'ai demandé à 2 confrères de les vérifier de manière indépendante. Un premier frisson d'angoisse traversa la poitrine de Victor. Cela semble de mauvais augure. Monsieur Vincent, votre dépistage génétique a révélé plusieurs marqueurs dont nous devons discuter, mais il y a autre chose. Le docteur Leroux tourna son écran. Des graphiques, des courbes, des séquences de lettres qui ne voulaient rien dire pour Victor. En nous basant sur votre profil ADN, spécifiquement certains marqueurs chromosomiques et des mutations génétiques dont vous êtes porteur, il est médicalement impossible que vous ayez pu engendrer des enfants biologiques. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme de la fumée. Victor les entendait, comprenait les syllabes individuelles, mais n'arrivait pas à y associer un sens. J'ai des jumeaux, dit-il. Juliette et Lucas, ils ont 15 ans. Je comprends que c'est. J'étais là dans la salle d'accouchement. J'ai coupé le cordon ombilical de Lucas. J'ai tenu Juliette 3 minutes après sa naissance. La voix de Victor était stable, mais ses mains avaient commencé à trembler. Êtes-vous en train de me dire? Je vous dis que biologiquement, génétiquement, vous ne pouvez pas être leur père. Je suis désolé. Le bureau semblait soudain trop petit. Victor se leva et fit les 100 pas jusqu'à la fenêtre qui donnait sur le parking. Son pick-up était garé 3 rangées plus loin, le logo de l'entreprise sur la portière, Vincent et Associés, restaurer le passé, construire l'avenir. Combien de fois Lucas avait-il demandé à conduire ce véhicule? Combien de chantiers Juliette avait-elle visité, un casque de protection sur la tête, posant des questions sur les murs porteurs et la profondeur des fondations? Montrez-moi, dit Victor. Montrez-moi exactement de quoi vous parlez. Le docteur Leroux lui expliqua en détail. Des marqueurs du syndrome de Klinefelter, des mutations génétiques le rendant stérile, des chiffres et une science qui ne pouvaient être contestés, qui ne pouvaient être négociés. Le genre de vérité qui brisait la colonne vertébrale d'un homme. Il n'y a aucune possibilité d'erreur. J'ai demandé au docteur Alvarez et Moreau de revoir le séquençage indépendamment. Ils sont parvenus à la même conclusion. Je suis désolé, monsieur Vincent. Je sais que ce n'est pas ce que vous étiez venu apprendre ici. Victor sortit son téléphone. Son fond d'écran montrait Juliette et Lucas lors de leur fête d'anniversaire le mois dernier.
du gâteau au chocolat étalé sur le visage de Lucas. Le bras de Juliette autour de son frère. Ses enfants. Que ce soit son ADN ou non, c'étaient ses enfants. Le téléphone vibra dans sa main. Le nom de Juliette s'afficha sur l'écran. « Je dois répondre », dit Victor. Le docteur Leroux hocha la tête et sortit pour lui laisser un peu d'intimité. « Salut, princesse », dit Victor, forçant une voix normale. « Papa. » La voix de Juliette était toute petite, terrifiée, à milieu de la jeune fille vive et confiante qu'il connaissait. « Papa, il faut que tu rentres à la maison tout de suite. »« Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu es blessé ? Il y a un homme ici avec des avocats. » Il dit. Sa voix se brisa. Il dit que nous sommes de son sang, qu'il est notre père biologique. Maman dit. Papa. Maman dit que c'est vrai. Elle dit qu'on doit faire nos valises. Qu'on va aller vivre avec lui. Le sol se déroba sous les pieds de Victor. Le test génétique. Cet appel téléphonique. Pas une coïncidence. Impossible. Passe-moi ta mère. Elle ne veut pas te parler. L'avocat a dit de ne pas le faire. Papa, je ne comprends pas ce qui se passe. Lucas s'est enfermé dans sa chambre. S'il te plaît, rentre à la maison. Je suis à 20 minutes. Ne préparez aucune affaire. N'allez nulle part. Tu m'entends ? J'arrive. Il raccrocha, attrapa sa veste. Le docteur Leroux l'attendait dans le couloir. Monsieur Vincent. J'ai besoin d'une copie de ces résultats. Tout de suite. 5 minutes plus tard, Victor était dans son pick-up, une enveloppe Kraft sur le siège passager, conduisant comme si le diable était à ses trousses. Peut-être que le diable l'était. Ou peut-être qu'il vivait avec le diable depuis 17 ans sans le savoir. La maison de maître semblait identique à ce qu'elle était le matin même. La même porte rouge que Victor avait décapée et revernie lui-même. Le même chêne dans le jardin de devant où il avait accroché une balançoire en pneu quand les jumeaux avaient 6 ans. Les mêmes jardinières que Mathilde remplissait de géraniums chaque printemps. Tout était pareil. Tout était différent. 2 voitures qu'il ne reconnaissait pas étaient stationnées dans l'allée. Une berline Mercedes noire et une Lexus grise. Des voitures d'avocats. Des voitures d'hommes riches. Victor franchit la porte d'entrée, pénétra dans son salon et découvrit que son monde avait déjà été découpé sans lui. Mathilde se tenait près de la cheminée, les bras croisés. Toujours belle à 41 ans. Ses cheveux auburn tirés en arrière, portant la robe bleue qu'il lui avait offerte pour leur anniversaire de mariage. 2 hommes en costume l'encadraient. Des avocats, de toute évidence. Et sur le canapé, ressemblant exactement à Lucas mais avec 28 ans de plus, était assis un homme que Victor n'avait jamais vu auparavant. Stéphane Perret. Ce devait être le père biologique. Il avait les yeux verts de Lucas, ses larges épaules, le même épi qui faisait rebiquer ses cheveux bruns sur le côté gauche. La ressemblance était indéniable. Dévastatrice. Victor, dit Mathilde. Aucune émotion dans sa voix, comme si elle saluait un étranger. C'est quoi ce bordel dans ma maison ? L'un des avocats s'avança. Gérard Lemaire, d'après la carte de visite qu'il tendit. Victor ne la prit pas. Monsieur Vincent, je représente Monsieur Stéphane Perret. Nous sommes ici pour discuter des modalités de garde de Juliette et Lucas Perret. Leur nom de famille est Vincent. Plus pour très longtemps, intervint Stéphane. Il avait une voix grave, assurée, la voix d'un homme qui pensait avoir déjà gagné. Ce sont mes enfants, Vincent. Mon sang. Il est temps qu'ils connaissent leur vrai père. Victor regarda Mathilde. 17 ans de mariage, et il avait l'impression de regarder une étrangère. Est-ce vrai ? Elle refusait de croiser son regard. C'est compliqué. Est-ce vrai ? Oui. À peine un murmure. La pièce bascula. Victor agrippa le dossier de la chaise la plus proche. Nous avons des tests ADN, poursuivit Gérard Lemaire en sortant des papiers de sa mallette. Des résultats de paternité ordonnés par un tribunal prouvant que Monsieur Perret est le père biologique. Nous sommes prêts à déposer une demande de garde exclusive pour motif de frauder. Sortez de chez moi. Monsieur Vincent, je comprends que vous soyez bouleversé, mais... J'ai dit, sortez.
La voix de Victor était calme, glaciale. La voix qui rendait les sous-traitants nerveux lorsqu'ils essayaient de rogner sur la qualité. Vous tous. Tout de suite. Nous n'irons nulle part tant que nous n'aurons pas trouvé un arrangement, dit Stéphane en se levant. Il dépassait Victor de 5 centimètres. J'ai raté 15 ans de la vie de mes enfants. Ça s'arrête aujourd'hui. Vos enfants? Victor fit un pas vers lui. Vous avez 3 secondes pour sortir avant que je ne vous jette dehors. Papa. Juliette apparut en haut des escaliers, Lucas derrière elle. Les deux jumeaux avaient l'air terrifiés. Juliette descendit en courant et se plaça entre Victor et Stéphane. Papa, s'il te plaît, ne fais pas ça. Victor regarda sa fille. Elle avait les cheveux au burn de Mathilde, ses pommettes saillantes, mais ses yeux étaient verts comme ceux de Stéphane. Comme ceux de Lucas. Comment avait-il pu ne jamais le remarquer? Ça va, princesse. Ces gens s'en vont. Monsieur Vincent, nous avons une ordonnance du tribunal, dit Gérard Lemaire en produisant un autre document. La garde temporaire a été accordée à Monsieur Perret en attendant une audience complète. Les enfants doivent venir avec nous aujourd'hui. Sur mon cadavre. Papa. La voix de Lucas depuis les escaliers. C'est vrai? On n'est pas à toi. La question l'anéantit. Victor se tourna vers son fils. Pas son fils, hurlait son esprit. Pas ton sang. Et il vit la peur dans ses yeux verts. De la peur, de la confusion, et 15 années de confiance qui s'effondraient. Vous êtes à moi, dit Victor. La génétique ne change rien à ça. En fait, si, répliqua Stéphane. Légalement, financièrement, de toutes les manières qui comptent. Ce sont mes enfants. Mathilde a fait une erreur il y a 17 ans, mais nous la corrigeons aujourd'hui. Une erreur. Victor se tourna vers Mathilde avec fureur. 17 ans. Tu m'as menti pendant 17 ans. J'ai essayé de te le dire, dit Mathilde, mais sa voix était faible, peu convaincante. Tellement de fois. Mais tu étais si heureux. Et les jumeaux avaient besoin d'un père. Et tu étais pratique, termina Stéphane. Un bon travail, une belle maison, de la stabilité. Tout ce dont Mathilde avait besoin pendant que je remettais ma vie en ordre. Mais je suis là maintenant. Je suis prêt à être leur père. Les pièces du puzzle se mettaient en place avec une clarté écœurante. Ce n'était pas spontané. C'était planifié, coordonné. Le comportement de Mathilde ces derniers mois, ses retards le soir, ses coups de téléphone chuchotés, la distance entre eux. Il avait cru que c'était le stress de son travail à la galerie d'art. Il avait été idiot. Depuis combien de temps, demanda Victor à Mathilde. Depuis combien de temps avez-vous planifié ça? Elle ne répondit pas. 6 mois, dit Stéphane avec un sourire en coin. Depuis que j'ai touché l'héritage. Il se trouve que je pèse environ 36 millions d'euros maintenant. C'est marrant comme ça change les choses, n'est-ce pas? Soudainement, Mathilde se souvient qu'elle a mes enfants. Soudainement, elle veut arranger les choses. L'argent, évidemment. Tout se résumait toujours à l'argent. Les enfants doivent préparer l'essentiel, déclara Gérard Lemaire. Nous avons préparé des chambres dans la propriété de Monsieur Perret. Juliette, Lucas, si vous voulez bien. On ne va nulle part, lança Lucas. Il descendit les escaliers, se plaça à côté de Juliette, à côté de Victor. Je me fiche de ce que dit un test. C'est lui, notre père. C'est ici, notre maison. Lucas, mon chéri, s'il te plaît, commença Mathilde. Ne m'appelle pas mon chéri, la voix de Lucas se brisa. Tu as menti. À nous tous, toute notre vie. On peut faire ça en douceur ou à la dure, dit Stéphane. Mais vous venez avec moi aujourd'hui. Victor posa une main sur l'épaule de chaque jumeau. Personne ne va nulle part. Mathilde, tu veux le divorce? Très bien, on va divorcer. Mais mes enfants restent avec moi. Ce ne sont pas tes enfants, rétorqua Stéphane. Je les ai élevés, nourris, je leur ai appris à faire du vélo et à conduire. J'ai veillé la nuit quand ils étaient malades. Ça fait de mes enfants de toutes les manières qui comptent. Pas légalement, intervint Gérard Lemaire. Monsieur Vincent, je compatis à votre situation, mais la loi française est claire. Les parents biologiques ont des droits qui priment.
Alors on ira au tribunal. On se battra. Mais aujourd'hui, là, tout de suite, il reste ici. Vous perdrez, dit Stéphane. Vous savez que vous perdrez. Épargnez-vous les frais d'avocat, Vincent. C'est mon sang. Les juges me donneront raison. Qu'ils le fassent. Mais jusqu'à ce qu'un juge m'ordonne le contraire, c'est toujours ma maison, ce sont toujours mes enfants, et vous êtes toujours en violation de domicile. L'espace d'un instant, Victor crut que Stéphane allait le frapper. Les poings de l'homme se serrèrent, sa mâchoire se crispa. Mais Gérard Lemaire posa une main sur son bras. Nous déposerons les documents demain, déclara l'avocat. La date d'audience sera fixée d'ici une semaine. Monsieur Vincent, je vous conseille de prendre un avocat. Ce sera coûteux et finalement vain, mais c'est votre choix. Ils partirent. Stéphane jeta un dernier regard aux jumeaux. À très vite, les enfants. On a beaucoup de temps à rattraper. La porte se referma. Victor attendit d'entendre les voitures s'éloigner avant que ses jambes ne le lâchent. Il s'assit sur le canapé, ce même canapé où il avait lu des histoires avant de dormir, où la famille regardait des films le vendredi soir, où Juliette avait annoncé qu'elle voulait étudier l'architecture comme son père. Comme son père. Sauf qu'il ne l'était pas. Pas vraiment. Mathilde se tenait près de la cheminée, silencieuse. « Comment as-tu pu » La voix de Victor sonnait creux. « C'est arrivé, c'est tout. Stéphane et moi, on sortait ensemble à la fac. Puis je t'ai rencontré, et tu étais tout ce qu'il n'était pas. Responsable, stable, bon. Mais Stéphane s'est pointé à notre fête de fiançailles et on. » Elle s'arrêta. C'était une nuit. Une erreur. 17 ans de mensonge, ce n'est pas une erreur. C'est un choix que tu as fait chaque jour. Je sais. Mon Dieu, Victor, je sais. Mais je ne savais pas qu'ils étaient de lui. Pas avec certitude. Pas avant que Stéphane ne les fasse tester. Quand ? Il y a 3 mois. Il m'a retrouvé. Il a dit qu'il voulait savoir s'il avait des enfants. Je ne pensais pas. Je croyais qu'ils étaient de toi. Vraiment. Des mensonges. Tout n'était que mensonge. Et quand tu as découvert la vérité. Le visage de Mathilde se durcit. Il pèse 36 millions d'euros, Victor. Les jumeaux pourraient tout avoir. Les meilleures écoles, des opportunités qu'on n'aurait jamais pu. Alors tu les as vendus. J'assure leur avenir. Tu détruis leur famille pour de l'argent. Victor se leva, la rage perçant enfin à travers le choc. Ils ont un avenir ici, avec moi. Un avenir dans une maison de classe moyenne avec un père qui passe 60 heures par semaine à restaurer les bâtiments des autres. Stéphane peut leur offrir le monde. Je leur ai offert un foyer. De l'amour. Ça signifiait quelque chose pour toi, avant. L'amour ne paie pas les frais de scolarité pour les grandes écoles. L'amour n'ouvre pas les portes. Il ne connaissait pas cette femme. Peut-être ne l'avait-il jamais connue. Juliette et Lucas n'avaient pas bougé du vestibule, regardant le mariage de leurs parents se désintégrer. Les enfants, dit Victor. Montez, s'il vous plaît. Papa, commença Juliette. S'il vous plaît. Ils obéirent. Victor entendit la porte de Lucas se fermer. Puis celle de Juliette. Je veux que tu partes, dit Victor à Mathilde. Ce soir. C'est ma maison aussi. Je m'en fous. Fais un sac. Va dans le manoir de Stéphane, mais je veux que tu partes. Les avocats ont dit. Mathilde. La voix de Victor était de glace. J'ai bâti ma carrière sur la recherche des faiblesses structurelles, sur la découverte de ce qui est caché. Tu viens de me déclarer la guerre devant nos enfants. Tu as choisi ton camp. Maintenant, assume. Sors de chez moi avant que je ne fasse quelque chose qu'on regrettera tous les deux. Pour la première fois, Mathilde parut incertaine. Peut-être avait-elle vu quelque chose dans ses yeux. Une limite qu'elle lui avait finalement fait franchir. Ce n'est pas fini, dit-elle. Tu as raison. Ça ne fait que commencer. Maintenant, sors. Elle partit. Elle fit un sac, appela un taxi et franchit la porte rouge que Victor avait revernie pour leur 10e anniversaire. Il la regarda partir, regarda le taxi disparaître au bout de la rue.
Puis il alla dans son bureau, ferma la porte et ouvrit l'enveloppe Kraft du docteur Leroux. Les résultats génétiques le fixaient. La preuve scientifique que tout ce qu'il croyait savoir sur sa vie n'était qu'une fiction. Son téléphone vibra. Un SMS d'un numéro inconnu. Ce n'est que le début. Tu vas tout perdre, comme moi j'ai tout perdu. Profite bien de voir ta vie parfaite s'effondrer. Stéphane. Victor le lut 2 fois. Puis il ouvrit son ordinateur portable. Il avait passé 20 ans à trouver la vérité dans les bâtiments, à exposer ce que les gens voulaient cacher. Il allait maintenant appliquer ces mêmes compétences pour trouver la vérité dans sa vie. Stéphane Perret pensait avoir gagné. Mathilde pensait avoir assuré l'avenir des jumeaux. Ils n'avaient aucune idée de la personne à qui ils avaient affaire. Victor ouvrit un moteur de recherche et tapa le nom de Stéphane. Il était temps de tout apprendre sur l'homme qui voulait détruire sa famille. Le temps de trouver les faiblesses, les dégâts cachés, la pourriture sous la peinture fraîche. Quand Victor ferma son ordinateur 3 heures plus tard, le soleil s'était couché. Il avait appris que Stéphane Perret avait hérité de sa fortune de son oncle il y a 3 mois. Que Stéphane avait un problème de jeu, qu'il avait été marié 2 fois, les 2 mariages s'étant mal terminés. Qu'il avait 2 condamnations pour conduite en état d'ivresse, une accusation d'agression qui avait été abandonnée, et la réputation, dans sa ville natale de Rouen, d'être un flambeur inconscient. C'était l'homme qui voulait ses enfants. C'était l'homme que Mathilde estimait meilleur que lui. Victor sortit un carnet et commença à écrire. Des plans, des stratégies, des possibilités. Stéphane et Mathilde voulaient jouer au tribunal. Très bien, ils allaient jouer au tribunal. Mais Victor avait appris il y a longtemps que les batailles se gagnaient avant même que le premier coup de feu ne soit tiré. Elles se gagnaient dans la préparation, la planification, la compréhension des faiblesses de l'ennemi. Et Victor Vincent était très doué pour trouver les faiblesses. Les bureaux du cabinet de Gérard Lemaire occupaient le 12e étage d'une tour de verre à la Défense. Victor était assis dans la salle d'attente, la lettre des avocats de Stéphane pesant lourdement dans la poche de sa veste. L'audience pour la garde temporaire était prévue pour vendredi. Dans 4 jours. En face de lui était assis Damien Renard, le détective privé que Victor avait engagé 2 jours plus tôt. Damien avait la cinquantaine, les cheveux grisonnants, avec le regard patient d'un homme qui avait déjà tout vu 2 fois. « Vous êtes sûr de votre coup ?» demanda doucement Damien. « Une fois qu'on commence à creuser, on ne peut plus faire marche arrière. »« J'en suis sûr. » Victor avait passé 2 nuits blanches dans sa maison, à écouter Juliette pleurer dans sa chambre, à entendre Lucas frapper les murs de rage. 2 nuits à voir ses enfants s'effondrer pendant que Mathilde envoyait des avocats avec toujours plus de papiers, de menaces, d'exigences. La porte du bureau s'ouvrit. Gérard Lemaire apparut, tout en costume sur mesure et en compassion feinte. « Monsieur Vincent, merci d'être venu. Si vous voulez bien me suivre. » La salle de conférence était conçue pour intimider. Des baies vitrées immenses dominant la ville. Une table pouvant asseoir 20 personnes. Stéphane Perret était à un bout. Mathilde à côté de lui. Gérard Lemaire et un autre avocat que Victor ne connaissait pas les encadraient comme des gardes du corps. « Où sont vos avocats ?» demanda Gérard. « Pas besoin d'eux pour cette réunion. » Stéphane se mit à rire. « Vous vous représentez vous-même ? Ça va être amusant à regarder. » Victor s'assit en face d'eux. Damien resta près de la porte, un appareil photo à la main. « Vous êtes enregistrés, pour que les choses soient claires, » dit Victor. « C'est, » commença Gérard. « C'est légal en France tant que l'un des participants à la conversation y consent. Je suis la partie consentante. » Victor sortit son propre dictaphone et le posa sur la table. « On commence ?» Stéphane s'adossa à sa chaise, confiant. Il portait un costume hors de prix, une montre en or, du sur-mesure de la tête aux pieds. L'argent dégoulinait de lui comme du parfum. « Voici ce qui va se passer, » dit Stéphane. « Vous allez renoncer à tous vos droits parentaux. Les jumeaux vont venir vivre avec moi. Vous aurez un droit de visite si vous êtes gentil. Peut-être un week-end sur 2. Et Mathilde et moi allons élever nos enfants comme ils le méritent. » « Vos enfants » répéta Victor. « C'est une formulation intéressante. Dites-moi, Stéphane, quand avez-vous entendu parler de Juliette et Lucas pour la première fois ? » « Il y a 3 mois. Quand j'ai fait retrouver la trace de Mathilde. »
Et pendant ces 3 mois, combien de fois êtes-vous allé les voir? La mâchoire de Stéphane se crispa. Je suis là maintenant. Ce n'est pas une réponse. Combien de fois avez-vous assisté au match de rugby de Lucas, aux expositions d'art de Juliette? Combien de réunions parents-prof? De spectacles scolaires, de rendez-vous médicaux? Vous faites diversion. J'établis un schéma comportemental. Vous avez appris il y a 3 mois que vous aviez des enfants, et vous n'avez rien fait d'autre qu'engager des avocats et menacer de les enlever au seul père qu'ils aient jamais connu. Parce que vous leur avez menti. Stéphane frappa du poing sur la table. Vous les avez laissés croire que vous étiez leur père alors que vous saviez que ce n'était pas le cas. Je ne le savais pas. Pas avant la semaine dernière. Mais vous l'avez su pendant 3 mois. Et vous n'avez pas essayé de construire une relation. Vous êtes passé directement à l'action en justice. Victor regarda Mathilde. Avec son aide. Mathilde fuyait son regard. Le tribunal verra les choses pour ce qu'elles sont, intervint Gérard Lemaire. Un père biologique revendiquant la place qui lui revient de droit dans la vie de ses enfants. Vraiment? Victor sortit un dossier de son sac. Damien, pourquoi ne pas partager vos découvertes? Damien s'avança et étala des photos sur la table de conférence. Stéphane dans un casino à Deauville, daté d'il y a 2 semaines. Stéphane sortant d'un bar à Rouen, manifestement ivre, le bras autour d'une femme blonde qui n'était pas Mathilde. Stéphane en pleine dispute avec un autre homme devant un restaurant. C'est, commença Stéphane. Parlons de votre héritage, poursuivit Victor. 36 millions d'euros de votre oncle Thomas Perret. Combien en reste-t-il? Ça ne vous regarde pas. Damien, le détective, sortit d'autres documents. À la date d'hier, il reste environ 8 millions d'euros à Stéphane Perret. Il a perdu 2 millions en 3 mois. 6 millions dans de mauvais investissements, 8 millions en dettes de jeu, et 8 millions pour soutenir un train de vie qu'il n'a pas réellement les moyens de se payer à long terme. Le visage de Stéphane était devenu rouge. Vous m'avez fait enquêter. Vous vouliez mes enfants. Je voulais savoir qui vous étiez. Il s'avère que vous êtes un gosse de riche de 43 ans avec des problèmes d'addiction et une folie des grandeurs. C'est à peu près ça? Gérard, faites-le taire, grogna Stéphane. Monsieur Vincent, ces accusations. Ce ne sont pas des accusations. Ce sont des faits. Des registres publics, des documents judiciaires, des déclarations financières. Tout est recevable. Victor regarda Stéphane. Vous voulez aller au tribunal? Allons-y, laissons un juge examiner vos 2 mariages ratés, vos arrestations pour conduite en état d'ivresse, vos accusations d'agression. Votre addiction au jeu, laissons-le voir que vous n'êtes pas intéressé par le fait d'être père. Vous êtes juste intéressé à utiliser mes enfants pour paraître respectable pendant que vous dilapidez l'argent de votre oncle. Espèce de fils de... Et Mathilde. Victor se tourna vers sa femme. Parlons de fraude. Tu as sciemment mis le nom d'un autre homme sur un acte de naissance. Tu as accepté 15 ans de pension alimentaire indirecte, d'assurance maladie, de frais de scolarité. C'est un délit pénal. Tu veux que je porte plainte? Mathilde pâlit. Victor, tu n'oserais pas. Est-ce une menace? Exigea Gérard Lemaire. C'est une promesse. Vous voulez prendre mes enfants? Je vous détruirai tous les 2. Légalement, financièrement, socialement. Je déterrerai la moindre saleté, la moindre mauvaise décision, le moindre squelette dans vos placards, et je vous enterrerai avec. Stéphane se leva et se pencha sur la table. Vous croyez me faire peur? J'ai de l'argent. J'ai des avocats. J'ai des droits. Vous n'avez rien. Vous, dit doucement Victor, vous avez l'ADN et des illusions. Mais ces gamins, là-haut, ils ne vous connaissent pas. Ils ne veulent pas de vous. Et aucun tribunal au monde ne les forcera à vivre avec un étranger qui ne les veut que pour les apparences. Ils ont 15 ans. Leur préférence compte, déclara Gérard, mais elle n'est pas déterminante. La biologie l'emportera sur 15 ans de paternité supposée. Vous voulez parier? Victor se leva. Voici ma contre-offre. Vous vous retirez maintenant. Vous abandonnez tous les 2 les poursuites pour la garde. Mathilde, tu peux avoir le divorce, mais tu n'obtiens rien. Pas de bien,
pas de prestations compensatoires, rien. Tu as fait ton choix. Vis avec. Vous êtes fou, dit Stéphane. Je suis motivé. C'est différent. Victor rassembla ses papiers. Vous avez jusqu'à l'audience de vendredi pour vous décider. Partez la tête haute ou je m'assure que le juge voit tout ce que Damien a trouvé. Et croyez-moi, il a trouvé bien plus que ce qu'il y a dans ce dossier. Victor marcha vers la porte, Damien sur ses talons. Il s'arrêta et se retourna. Encore une chose. Ces SMS que vous m'envoyez, Stéphane. Les menaces. Je les ai tous transmis à mon avocat, ainsi que ceux que vous avez envoyés à Juliette et Lucas. Le visage de Stéphane devint livide. Je n'ai jamais. Vous avez contacté ma fille de 15 ans sur Instagram il y a 3 jours. Vous lui avez dit qu'elle regretterait d'avoir choisi le mauvais père. C'est du harcèlement sur mineur. Vous voulez que je l'ajoute à la liste? Silence. C'est bien ce que je pensais. On se voit au tribunal. Dehors, dans l'ascenseur, Damien lâcha un petit sifflement. C'était risqué. Vous avez abattu vos cartes. Non, dit Victor. Je leur ai montré que j'avais des cartes. Ils ne savent pas ce que j'ai d'autre en main. Vous avez autre chose? Pas encore. Mais je l'aurai. Victor vérifia son téléphone. Un message de Juliette. Papa, un journaliste du Figaro a appelé pour poser des questions sur l'affaire de Garde. Qu'est-ce que je lui dis? Un journaliste? Victor sourit sombrement. Stéphane devait avoir fait fuiter l'histoire, essayant d'obtenir la sympathie du public pour le père biologique se battant pour ses droits. C'était une erreur. Victor répondit, dis-leur la vérité. Que tu n'as jamais rencontré Stéphane Perret. Que tu ne veux pas vivre avec lui, et que je suis le seul père que tu aies jamais connu. Tu peux faire ça, Juliette? Oui. Lucas et moi en avons déjà parlé. On est de ton côté, papa. Toujours. L'ascenseur atteignit le hall. Victor sortit dans le soleil de l'après-midi, planifiant déjà son prochain coup. Stéphane voulait une guerre de relations publiques. Victor allait lui en donner une. Mais d'abord, il devait en savoir plus. L'héritage, l'argent, le timing. Quelque chose clochait. Stéphane touche 36 millions et cherche immédiatement la trace d'enfants pour lesquels il n'avait jamais montré d'intérêt auparavant. Non, il y avait anguille sous roche. Damien, dit Victor. J'ai besoin que vous creusiez l'histoire de cet héritage. Qui était Thomas Perret? Pourquoi a-t-il tout laissé à Stéphane? Et plus important encore, y avait-il des conditions? Damien hocha la tête, prenant des notes. Vous pensez que les enfants font partie des exigences de l'héritage? Je pense que Stéphane Perret est désespéré, et les hommes désespérés font des erreurs. Victor se dirigea vers son pick-up. Découvrez ce qui le rend si désespéré. Où allez-vous? Parler à quelqu'un qui connaissait Thomas Perret. L'oncle de Stéphane ne lui a pas laissé 36 millions par bonté d'âme. Il y a toujours une raison pour ce genre de somme. Je dois savoir laquelle. Victor conduisit jusqu'à Rouen, en Normandie. 2 heures dans les bouchons à écouter des podcasts d'affaires criminelles et à réfléchir. Thomas Perret était mort 4 mois plus tôt. La rubrique nécrologique le décrivait comme un promoteur immobilier à succès, non marié, sans enfant, laissant dans le deuil son neveu Stéphane Perret. La directrice des pompes funèbres fut hésitante au début, mais Victor avait appris depuis longtemps que la sincérité et une poignée de main ferme ouvraient des portes. J'essaie de comprendre qui est réellement le père biologique de mes enfants, expliqua Victor. Thomas Perret a élevé Stéphane. J'ai besoin de savoir quel genre d'homme était Thomas. La directrice, une femme plus âgée nommée Edith Collin, s'adoucit. Thomas était compliqué. Un homme d'affaires brillant, mais dur. Très dur envers Stéphane. De quelle manière? Stéphane était la seule famille de Thomas après la mort de ses parents dans un accident de voiture. Stéphane avait 8 ans. Thomas l'a recueilli, l'a élevé, mais... Elle hésita. Thomas ne croyait pas à la gratuité. Il obligeait Stéphane à tout mériter. Peut-être trop. Il y avait des rumeurs disant que Stéphane et Thomas s'étaient brouillés il y a une dizaine d'années. Ils ne se sont pas parlé pendant des années. Alors pourquoi avoir tout laissé à Stéphane? Le testament comportait des conditions.
Stéphane devait être marié et avoir des enfants pour hériter. S'il ne l'était pas, l'argent irait à une œuvre de charité. Edith se pencha vers lui. Entre vous et moi. Stéphane s'est pointé à l'enterrement avec une femme qu'il a présentée comme sa fiancée. Une femme différente de celle avec qui on l'avait vu le mois précédent. Je ne pense pas que les conditions de Thomas avaient pour but de voir Stéphane se ranger. Je pense que Thomas le testait depuis la tombe. Marié avec des enfants. Les pièces du puzzle se mirent en place. Stéphane devait prouver qu'il était marié et père de famille pour conserver l'héritage. C'est pour cela qu'il avait retrouvé Mathilde. C'est pour cela qu'il voulait la garde. Sans les jumeaux, Stéphane perdrait tout. Victor remercia Edith et reprit la route pour les Yvelines, le cerveau en ébullition. Ce n'était pas une question de famille. C'était une question d'avidité. Stéphane avait besoin de ses enfants sur le papier pour satisfaire aux conditions du testament, ce qui signifiait que Victor avait un moyen de pression. Il appela Damien depuis la route. J'ai besoin que vous obteniez une copie du testament de Thomas Perret. Le texte intégral, toutes les clauses. Déjà sur le coup. J'ai passé quelques appels après notre discussion. Je devrais l'avoir demain matin. Bien. Et Damien. Découvrez avec qui Stéphane a passé du temps à Rouen. Je veux savoir s'il est réellement marié avec Mathilde, ou si c'est un autre mensonge. Vous pensez qu'il simule son mariage? Je pense que Stéphane Perret a bâti toute sa vie sur des mensonges. Il est temps de le prouver. De retour chez lui, Victor trouva Juliette et Lucas dans la cuisine, en train de préparer le dîner. Des spaghettis à en juger par l'odeur. La spécialité de Lucas. Salut papa, dit Lucas sans se détourner de la cuisinière. On s'est dit que tu aurais peut-être faim. Mort de faim. Victor s'assit au niveau de l'îlot central, regardant ses enfants s'affairer dans la cuisine avec une aisance coutumière. Combien de soirs avait-il fait cela? Combien de repas partagés? Tu les as vus? Demanda doucement Juliette. Oui. Et je vais gagner. Mais j'ai besoin que vous soyez fort encore un peu de temps. Vous pouvez le faire? Lucas se retourna, la cuillère en bois à la main. Papa, je sais que la biologie dit que ce type est notre père, mais il ne l'est pas. C'est toi. Et c'est ce qu'on dira au juge. Moi aussi, ajouta Juliette. On a déjà parlé à quelques journalistes. On a dit la vérité. Que Stéphane Perret est un étranger qui essaie de nous acheter. Le cœur de Victor se gonfla. Vous avez parlé aux journalistes? Ils ont appelé, dit Lucas en haussant les épaules. Un gars du Figaro. On s'est dit que l'honnêteté était la meilleure politique. C'est ce que tu nous as toujours appris. C'est ce que votre grand-père m'a appris, répondit doucement Victor. Il baissa les yeux vers la montre de son père à son poignet. Il disait toujours que le caractère d'un homme se forge dans la façon dont il gère les moments les plus durs. Alors on va gérer ça, dit farouchement Juliette. Ensemble. Ils dînèrent, parlèrent du lycée, de choses normales, de tout sauf de l'audience de vendredi. Pendant 1 heure, ils formèrent à nouveau une famille. Après que les jumeaux se furent couchés, Victor s'assit dans son bureau et lut le testament que Damien lui avait envoyé par email. Thomas Perret avait été précis. Mon neveu Stéphane Perret héritera de l'intégralité de mon patrimoine à la condition qu'il soit légalement marié et qu'il pourvoie aux besoins d'au moins un enfant biologique. Cette condition devra être remplie dans les 6 mois suivant mon décès. Le non-respect de cette clause entraînera le transfert du patrimoine à la Fondation pour l'enfance de Normandie. 6 mois. Thomas était mort il y a 4 mois. Il restait à Stéphane 2 mois pour prouver qu'il avait des enfants, ou il perdrait tout. D'où l'urgence. D'où les avocats et les menaces. Le temps était compté pour Stéphane. Victor ouvrit son ordinateur et se mit à écrire. Pas une plaidoirie, pas une défense. Une stratégie. Stéphane croyait jouer aux échecs. Victor s'apprêtait à lui montrer qu'il jouait aux dames. À 2 heures du matin, Victor avait un plan. C'était risqué, potentiellement à la limite de la légalité, typiquement le genre de choses qui ferait hocher la tête de son père avec désapprobation. Mais Hugo Vincent lui avait aussi appris que parfois, la seule façon de reconstruire était de démolir complètement la structure pour repartir de zéro. La vie de Stéphane Perret était sur le point d'être démolie. Le vendredi arriva comme une sentence.
Victor avait revêtu son meilleur costume, celui gris anthracite qu'il portait à l'enterrement de son père. Au petit déjeuner, Juliette et Lucas affichaient des mines tout aussi anxieuses. « Souvenez-vous, dit Victor. Dites la vérité. C'est tout ce que la juge veut entendre. » Le palais de justice était bondé. Des caméras à l'extérieur, des journalistes hurlant des questions. Victor guida les jumeaux à travers la foule, Damien servant de pare-choc. À l'intérieur, la salle d'audience était plus petite que ce à quoi Victor s'attendait. La juge Dorothée Caron présidait. Une femme d'une soixantaine d'années aux cheveux gris acier et au regard perçant auquel rien n'échappait. Stéphane était assis avec Gérard Lemaire et Mathilde. Stéphane portait un costume qui coûtait probablement plus cher que le pick-up de Victor. Mathilde avait l'air nerveuse. L'audience commença. Gérard présenta les tests de paternité, les preuves ADN, les droits de Stéphane en tant que père biologique. C'était accablant de simplicité. La biologie ne mentait pas. Puis, ce fut le tour de Victor. Son avocat, Antoine Simon, était un spécialiste du droit de la famille avec 30 ans d'expérience. Il se leva, ajusta ses lunettes et entreprit de réduire méthodiquement le dossier de Stéphane en pièces. Madame la juge, si Monsieur Perret est peut-être le père biologique, il n'a démontré aucun intérêt pour le rôle effectif de parent. Il n'a pas contacté ses enfants pendant 15 ans. Il n'a fourni aucun soutien, ni affectif ni financier. Il n'a été présent pour aucune étape importante. Aucune réussite, aucune difficulté de leur vie. Antoine présenta les photos réunies par Damien. Stéphane en train de jouer au casino, Stéphane ivre, Stéphane se bagarrant. De plus, le soudain intérêt de Monsieur Perret pour ses enfants coïncide directement avec les conditions du testament de son oncle. Antoine versa le testament de Thomas Perret au dossier. Sans la tutelle légale ou un lien attesté avec des enfants biologiques, Monsieur Perret risque de perdre un héritage de 36 millions d'euros. Il ne s'agit pas de paternité. Il s'agit d'avidité. Gérard objecta. La juge Caron rejeta l'objection. Madame la juge, poursuivit Antoine. Nous souhaitons appeler Juliette Vincent à la barre. Victor regarda sa fille. Pas sa fille, hurla de nouveau son esprit. Pas de ton sang. Elle avança vers la barre des témoins. Elle semblait toute petite sur la chaise en bois. Jeune. Mais quand elle prit la parole, sa voix était ferme. Mademoiselle Vincent, connaissez-vous Stéphane Perret ? Demanda Antoine. Non, monsieur. Je l'ai rencontré pour la première fois la semaine dernière. Vous avait-il déjà contacté avant ça ? Il m'a envoyé des messages sur Instagram il y a quelques jours. Des messages menaçants. Gérard objecta. La juge Caron demanda à voir les messages. Juliette les afficha sur son téléphone et le tendit à l'huissier. Victor observa le visage de Stéphane blêmir pendant que la juge lisait. Monsieur Perret, dit la juge Caron d'une voix glaciale. Avez-vous dit à une jeune fille de 15 ans qu'elle regretterait d'avoir choisi le mauvais père ? C'était sorti de son contexte. C'est une question fermée, oui ou non ? Oui. Mais. Nous y reviendrons plus tard. Continuez, maître Simon. Antoine interrogea Juliette sur son enfance, sur sa relation avec Victor. Elle raconta les projets de rénovation, l'apprentissage de la lecture des plans, les samedis matins passés sur les chantiers. Qui vous a appris à conduire ? Demanda Antoine. Mon père. Victor Vincent. Qui assistait à vos expositions de dessin ? Mon père. Qui est resté assis avec vous quand vous aviez peur d'entrer au lycée ? Mon père. Juliette regarda directement Victor. C'est le seul père que j'ai jamais connu. La biologie ne change rien à ça. L'avocat de Stéphane tenta un contre-interrogatoire, mais Juliette tint bon. Elle ne voulait pas connaître Stéphane. Elle ne voulait pas vivre avec lui. Elle voulait rentrer chez elle avec son père. Le témoignage de Lucas fut du même acabit. Fort, clair, dévastateur pour la partie adverse. Puis Mathilde fut appelée à la barre. Gérard l'interrogea sur sa liaison, la grossesse, ses raisons d'avoir gardé la paternité des jumeaux secrètes. Je pensais qu'ils étaient à Victor, déclara Mathilde. Je le croyais vraiment jusqu'à ce que Stéphane les fasse tester. Et quand vous avez appris la vérité ? Je voulais ce qu'il y a de mieux pour eux. Stéphane peut leur offrir des opportunités.
Comme un père avec 2 condamnations pour conduite en état d'ivresse, coupa Antoine quand vint son tour de l'interroger. Comme un homme accro au jeu qui a perdu 7,2 millions d'euros en 3 mois. Comme quelqu'un qui menace des enfants sur les réseaux sociaux. Objection, hurla Gérard. Retenue, déclara la juge Caron, mais son expression suggérait qu'elle en avait assez entendu. L'audience dura 6 heures. Les 2 parties présentèrent des preuves, des arguments, des témoins de moralité. Les collègues de Victor témoignèrent de son intégrité. Les ex-femmes de Stéphane témoignèrent de la sienne. Ce ne fut pas joli à voir. Enfin, la juge Caron demanda les plaidoiries finales. Madame la juge, dit Gérard. La biologie n'est pas arbitraire. La loi reconnaît les droits parentaux. Stéphane Perret a un droit légal sur ses enfants. La biologie n'est pas arbitraire, admit Antoine. Mais la paternité est bien plus qu'une affaire de génétique. Victor Vincent est le père de ses enfants depuis 15 ans. Il a rempli chaque obligation, assumé chaque responsabilité. Stéphane Perret veut bouleverser leur vie pour de l'argent. Le tribunal ne doit pas récompenser cela. La juge Caron relut ses notes. Le silence régnait dans la salle. Je mets cette affaire en délibéré, dit-elle finalement. Je rendrai ma décision d'ici 2 semaines. Dans l'intervalle, la garde temporaire reste à Monsieur Vincent. Les enfants resteront dans leur foyer et leur établissement scolaire actuel. Monsieur Perret. Il vous est formellement interdit de contacter directement Juliette ou Lucas. Toute communication doit passer par les avocats. Est-ce clair? Stéphane semblait prêt à exploser, mais Gérard posa une main sur son bras. Oui, madame la juge. L'audience est levée. À l'extérieur du tribunal, les journalistes s'agglutinaient. Victor garda les jumeaux près de lui. Il laissait Antoine s'occuper de la presse. Ils étaient à mi-chemin du pick-up quand Stéphane apparut, flanqué de ses avocats. Ce n'est pas fini, siffla Stéphane. Vous avez raison, dit doucement Victor. Ça ne fait que commencer. Ce soir-là, le téléphone de Victor sonna. Un numéro inconnu. Il décrocha. Monsieur Vincent, c'est Christine Blanc. Je suis une amie de Mathilde. Il faut qu'on parle. De quoi? De ce que Mathilde et Stéphane mijotent vraiment. Pouvons-nous nous voir demain matin? C'est important. Victor hésita. Ça pouvait être un piège. Ça pouvait être Stéphane essayant de récolter des preuves contre lui. Pourquoi devrais-je vous faire confiance? Parce que c'est moi qui ai dit à Mathilde que c'était une erreur. Parce que je sais des choses sur Stéphane que vous devez savoir. S'il vous plaît, monsieur Vincent. J'essaie d'aider. Ils se retrouvèrent dans un café du centre-ville des Yvelines. Christine Blanc avait le même âge que Mathilde, blonde, nerveuse. Elle n'arrêtait pas de regarder par-dessus son épaule comme si elle s'attendait à voir surgir Stéphane. Mathilde est ma meilleure amie, dit Christine. Depuis la fac. Elle m'a appelé quand Stéphane l'a retrouvée. Elle était terrifiée. Elle n'avait pas l'air terrifiée au tribunal. Parce que Stéphane l'a menacée. Il lui a dit que si elle ne l'aidait pas à obtenir la garde, il s'arrangerait pour qu'elle n'ait rien. Ni de l'héritage. Ni de vous. Rien. Continuez. Christine sortit son téléphone et montra des SMS à Victor. De Stéphane à Mathilde, joue le jeu ou tu le regretteras. Ces gosses sont mon ticket d'or. Tu m'aides ou je t'enterre. Mathilde pensait pouvoir le contrôler, expliqua Christine. Elle pensait pouvoir se servir de la situation pour obtenir de l'argent pour les études des jumeaux, puis l'envoyer balader. Mais Stéphane ne veut pas partager. Il veut la garde exclusive. Il veut les enfants pour lui tout seul. Pourquoi? Le testament. Le testament de Thomas Perret a une clause. Si Stéphane a la garde légale de ses enfants biologiques, il touche l'intégralité de l'héritage. Mais il y a plus. S'il arrive quoi que ce soit à Stéphane, les enfants héritent de tout en tant qu'héritiers légaux. Le sang de Victor se glaça. Que êtes-vous en train de me dire? Je suis en train de dire que Stéphane a une assurance vie de 55 millions d'euros. Je suis en train de dire qu'il a confié à Mathilde qu'il n'avait aucune intention d'être un père à long terme. Je dis qu'une fois qu'il aura la garde, une fois l'héritage sécurisé. Elle laissa sa phrase en suspens. Vous pensez qu'il leur ferait du mal? Je pense qu'il les enverrait au loin.
Un pensionnat en Europe de l'Est. N'importe où, du moment que ce soit assez loin pour qu'il n'interfère pas avec sa vie. Et s'il refuse? La voix de Christine baissa d'un ton. L'oncle de Stéphane a eu une crise cardiaque, Victor. Soudaine, inattendue. Thomas n'avait que 65 ans et il était en parfaite santé. L'autopsie n'a rien révélé d'anormal, mais il y a eu des rumeurs. Quel genre de rumeurs? Que Stéphane aurait pu donner un coup de pouce au destin. Rien n'a été prouvé. Rien n'a été visé par une enquête. Mais Thomas a modifié son testament 2 semaines avant sa mort. Il a ajouté toutes ces conditions comme s'il savait qu'on ne pouvait pas faire confiance à Stéphane et qu'il voulait protéger d'éventuels petits-enfants depuis l'au-delà. Victor se recula dans sa chaise. Vous insinuez que Stéphane a assassiné son oncle pour l'héritage? J'insinue que c'est possible. Je dis qu'il faut que vous fassiez attention. Stéphane est dangereux quand il n'obtient pas ce qu'il veut. Pourquoi me dites-vous tout ça? Parce que Mathilde est dépassée par les événements. Parce que ces gamins ne méritent pas ça. Et parce que... Christine sortit un autre document. Parce que je travaille dans le droit des successions. Je sais lire un testament. Et celui de Thomas Perret comporte une faille. Quelle faille? Le testament dit que Stéphane doit avoir pourvu aux besoins d'au moins un enfant biologique. Pas de garde, pas de tutelle. Juste la preuve qu'il subvient aux besoins d'un enfant biologique. Christine se pencha en avant. Si vous laissiez Stéphane verser volontairement une pension alimentaire, il remplirait les conditions du testament. Il toucherait l'argent, et il n'aurait aucune base légale pour réclamer la garde. C'était du génie. Et c'était risqué. Il n'acceptera jamais ça. Il le fera s'il pense que c'est sa seule option. Le juge va statuer contre lui, Victor. Vous le savez. Je le sais. Stéphane le sait probablement aussi. Mais si vous lui offrez une porte de sortie, un moyen d'obtenir l'héritage sans la bataille judiciaire acharnée, il pourrait accepter. Ou bien il pourrait voir ça comme de la faiblesse et frapper encore plus fort. C'est le risque. Christine se leva. Je vous ai dit ce que je savais. Ce que vous en ferez dépend de vous. Mais Victor, faites attention. Stéphane Perret ne sait pas perdre avec élégance. Elle partit. Victor resta seul dans le café, le cerveau en ébullition. Une faille. Un moyen de mettre fin à tous à s'entraîner les jumeaux dans de nouvelles batailles juridiques. Mais cela signifiait que Stéphane aurait l'argent. Cela signifiait le laisser gagner, d'une certaine façon. Victor sortit son téléphone et appela Antoine. J'ai besoin de comprendre un point précis sur les testaments et les conditions d'héritage. Le temps que Victor rentre chez lui, son plan était fait. Ce n'était pas la conclusion que Stéphane espérait. Ce n'était pas la conclusion que Mathilde espérait. Mais c'était une conclusion. Et parfois, c'est tout ce qu'on peut espérer. 2 semaines plus tard, la juge Caron rendit son jugement. Victor était assis dans la salle d'audience avec Juliette et Lucas, écoutant la juge démanteler systématiquement les arguments de Stéphane. Bien que M. Perret soit le père biologique, il n'a démontré ni la capacité ni le véritable intérêt nécessaire à l'éducation de ses enfants. Ses motivations semblent être d'ordre financier plutôt que paternel. De plus, son comportement à l'égard des mineurs. En particulier les messages menaçants envoyés à Juliette Vincent, démontrent un manque de discernement et un schéma inquiétant. Le visage de Stéphane était écarlate, ses poings serrés. La garde exclusive reste confiée à Victor Vincent. Monsieur Perret se voit accorder un droit de visite encadré de 2 heures par mois. À planifier via les services du tribunal pour enfants. Il lui est également ordonné de verser une pension alimentaire de 4 500 € par mois et par enfant jusqu'à leur majorité ou l'obtention de leur diplôme universitaire, selon la date la plus tardive. C'est, explosa Stéphane. Ce sont mes gosses. J'ai des droits. Monsieur Perret, vous allez vous contrôler dans ma salle d'audience où je vous condamne pour outrage. La voix de la juge Caron aurait pu geler l'enfer. Vos droits en tant que parents biologiques sont reconnus. Vos responsabilités le sont également. Vous paierez la pension. Vous vous comporterez de manière appropriée pendant vos visites, ou vous vous retrouverez en violation d'une ordonnance du tribunal. Suis-je clair? Stéphane semblait prêt à répliquer, mais Gérard posa une main sur son épaule et lui murmura quelque chose. Oui, madame la juge, grinça Stéphane.
Quant à la procédure de divorce entre M et Madame Vincent, compte tenu de la fraude impliquée dans la paternité des enfants, Madame Vincent n'a pas droit à une part des biens matrimoniaux au-delà de ce qui a été convenu dans leur contrat de mariage. Monsieur Vincent a accepté de ne pas porter plainte au pénal pour fraude sur l'acte de naissance en échange d'une séparation nette. Le tribunal juge cet arrangement équitable. Mathilde ferma les yeux. Elle n'aurait rien. Exactement ce que Victor avait promis. L'audience est levée. Dehors, Antoine serra la main de Victor. Ça s'est mieux passé que je ne l'espérais. Stéphane a eu ce dont il avait besoin, dit Victor. Il subvient aux besoins d'enfants biologiques. Les conditions du testament sont remplies. Comment saviez-vous qu'il accepterait? Parce que je lui ai donné le choix. Se battre contre moi et tout perdre, ou accepter cette victoire en demi-teinte et repartir avec 36 millions. Brillant. Mais Victor savait que ce n'était pas fini. Stéphane avait l'argent, mais il avait perdu le contrôle absolu qu'il désirait. Les hommes comme Stéphane n'oubliaient pas ce genre d'humiliation. 3 jours plus tard, les soupçons de Victor furent confirmés. Damien appela pour annoncer la nouvelle. Stéphane Perret s'est déclaré en faillite personnelle. Quoi? Il vient juste d'hériter. Et il a tout perdu. Ses dettes de jeu, ses mauvais investissements. Et il y a des gens très en colère à Rouen qui veulent récupérer leur argent. L'héritage est saisi pour payer ses créanciers. Victor faillit rire. Combien lui reste-t-il après la faillite? Peut-être 1 million. Peut-être. Et ça, c'est s'il a de la chance. Stéphane avait obtenu exactement ce qu'il voulait, l'héritage, et cela l'avait détruit. L'univers avait le sens de l'ironie. Il y a autre chose, poursuivit Damien. Mathilde a intenté un procès contre Stéphane. Elle affirme qu'il l'a forcé à entrer dans cette bataille pour la garde. Elle essaie de prendre ses distances. Ça marchera. Peu probable. Mais ça va donner du travail aux avocats pendant des années. Victor raccrocha et regarda son calendrier. C'était samedi. Il avait promis aux jumeaux qu'ils iraient travailler sur la vieille grange de son chantier actuel. Leur apprendre les secrets de la charpente traditionnelle à poteaux et poutres. Son téléphone vibra. Un SMS de Stéphane. Tu crois avoir gagné? C'est faux. Ce n'est pas fini. Victor le supprima et bloqua le numéro. Stéphane pouvait proférer toutes les menaces qu'il voulait depuis le bureau de son avocat spécialisé en faillite. Les jumeaux l'attendaient quand il rentra. Lucas portait déjà sa ceinture à outils. Juliette avait son appareil photo. Elle documentait les projets de rénovation pour son dossier d'admission aux écoles d'art. Prêt? Demanda Victor. Toujours, répondit Lucas. Ils se rendirent sur le chantier, une grange du XVIIIe siècle dans le Vexin qui devait être transformée en centre communautaire. La structure était saine mais nécessitait des travaux. Parfait pour apprendre. Victor leur montra comment lire les marques d'origine des bâtisseurs, comment comprendre les assemblages. Juliette prenait des photos. Lucas posait des questions sur la répartition des charges. Papa, dit Juliette pendant la pause déjeuner. Tu vis bien tout ça? Ça ira. On sait que tu n'es pas notre père biologique, ajouta doucement Lucas. L'ADN l'a prouvé. Mais tu restes notre père. Ça ne change pas. Victor regarda ses enfants. Parce que c'est ce qu'ils étaient. Au diable l'ADN. Et il sentit quelque chose s'apaiser dans sa poitrine. Vous avez raison, dit-il. Ça ne change rien. Vous êtes à moi. Vous serez toujours à moi. Même si maman. Votre mère a fait des erreurs. De grosses erreurs. Mais vous deux, vous n'êtes pas des erreurs. Vous êtes la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Ils travaillèrent jusqu'au coucher du soleil, puis rentrèrent en écoutant les goûts musicaux affreux de Lucas. Normal, ordinaire, parfait. À la maison, Victor trouva une enveloppe sur le pas de sa porte. Sans adresse d'expéditeur. À l'intérieur, une clé USB et un mot. Vous devriez voir ça. CB, Christine. Victor brancha la clé sur son ordinateur. Des fichiers vidéo. Les images de vidéosurveillance d'un parking à Rouen. Thomas Perret montant dans sa voiture, trébuchant, se tenant la poitrine, s'effondrant. Et dans un coin de l'image, à moitié dissimulé, un homme regardant, attendant.
L'horodatage indiquait 2 semaines avant la mort de Thomas. L'homme dans l'ombre se tourna légèrement, son visage capté par la caméra. Stéphane Perret. Les mains de Victor tremblaient pendant qu'il regardait Thomas s'effondrer. Regardait Stéphane ne faire aucun geste pour l'aider. Le regardait s'éloigner. Pas un meurtre, techniquement. Mais laisser mourir un homme quand on pourrait le sauver, c'était autre chose. Il y avait plus sur la clé. Des dossiers financiers montrant que Stéphane avait lentement empoisonné les médicaments de Thomas. De petites doses de bêta-bloquants provoquant un stress cardiaque. Rien de fatal dans l'immédiat. Rien de traçable a posteriori. Sauf que Christine, elle, en avait trouvé la trace. Victor referma l'ordinateur. Il pouvait aller à la police, faire arrêter Stéphane pour meurtre. Ou. Il y réfléchit pendant 3 jours. Il réfléchit à la justice, à la vengeance et à ce que son père aurait voulu. Hugo Vincent lui avait appris que parfois, la meilleure des vengeances était de laisser quelqu'un se détruire lui-même. Stéphane était ruiné, désespéré, confronté à des créanciers qui se moquaient bien de la biologie ou du sang. Il avait eu son héritage et l'avait perdu. Il avait voulu la famille de Victor et avait détruit la sienne dans le processus. Cela semblait être une punition suffisante. Victor copia les fichiers sur un serveur sécurisé, et les crypta. Une assurance, au cas où Stéphane reviendrait un jour. Puis il mit la clé dans son coffre-fort. 3 mois plus tard, Mathilde l'appela. « Victor, je dois te demander quelque chose. » « Quoi ?» Stéphane a disparu. Il a quitté la ville, abandonné ses dettes. Personne ne sait où il est. Et tu m'appelles parce que... Parce que je voulais que tu saches que je suis désolé. Pour tout. J'ai été avide et stupide, et j'ai fait du mal à des gens qui ne le méritaient pas. Oui, c'est vrai. Les jumeaux ne veulent pas me parler. J'ai essayé de les contacter, mais ils sont en colère. Laisse-leur du temps, Mathilde. Peut-être qu'ils te pardonneront. Peut-être pas. Mais c'est leur choix maintenant. Elle resta silencieuse un moment. Vont-ils bien? Ils sont parfaits. Ils grandissent, ils sont forts, intelligents, gentils. Tout ce que tu aurais dû vouloir pour eux. Je voulais tout ça. Je m'y suis juste prise de la mauvaise façon. Tu t'y es prise de manière criminelle. Il y a une différence. Mathilde raccrocha. Victor n'entendit plus jamais parler d'elle. 6 mois après l'audience, Victor se tenait dans l'ancien atelier de son père. Il en avait hérité à la mort d'Hugo. Il n'avait pas eu le courage de le vider avant aujourd'hui. Les jumeaux étaient avec lui, triant les outils et les souvenirs. Papy avait vraiment accumulé un tas de trucs, dit Lucas, tenant un vieux niveau à bulles. Il ne jetait jamais rien. Il disait qu'on ne savait jamais quand on en aurait besoin. Juliette trouva une boîte de photos. Des clichés d'Hugo et Victor travaillant ensemble sur des chantiers. Victor enfant apprenant à manier un marteau. Hugo lui apprenant à lire des plans. Tu lui ressembles, dit Juliette. Les gens disaient ça, oui. Je veux dire. Dans ta façon de travailler. Dans ta façon de nous apprendre les choses. Comme il te l'a appris. Victor regarda la photo. La main de son père sur son épaule, tous deux souriant à l'objectif, couverts de sueur et de fierté. C'est ça qui compte, dit doucement Victor. Pas le sang. Le temps passé, les leçons, l'amour. C'est ce qui fait qu'on est un père. Ou une fille, ajouta Juliette. Ou un fils. On n'a peut-être pas ton ADN, papa, mais on est à toi dans toutes les façons qui comptent. Lucas hocha la tête. Stéphane n'a rien. Pas d'enfant, pas d'argent, pas de vie. Il a eu l'occasion d'apprendre à nous connaître et il a tout gâché. Tant pis pour lui. Ils finirent de trier l'atelier alors que le soleil se couchait. Sur le trajet du retour, Juliette demanda, « Papa, qu'est devenu Stéphane ? J'ai entendu dire qu'il avait disparu. » J'ai entendu ça aussi. Est-ce que ça t'importe ? Victor repensa aux fichiers vidéo dans son coffre-fort. À Stéphane regardant son oncle mourir, aux menaces, aux mensonges et à l'avidité. Non, dit-il honnêtement. Je m'en fiche. Tant mieux. Nous aussi. Cette nuit-là, après que les jumeaux furent couchés, Victor s'assit dans son bureau et sortit les dossiers de l'affaire. Tout était réglé.
La bataille pour la garde était gagnée, le divorce finalisé. Mathilde avait déménagé dans le sud de la France pour repartir de zéro, sans un sou. Stéphane Perret s'était évanoui dans la faillite et la honte, son héritage dilapidé, traqué par ses créanciers. Et Victor avait ses enfants, sa maison, sa vie. Il regarda la montre d'Hugo à son poignet. 22h47, il était tard. Son téléphone vibra. Un SMS d'un numéro inconnu. Je sais ce que tu as fait. Ce que tu as trouvé. On devrait parler. SP. Stéphane. Toujours dans la nature. Toujours dangereux. Victor supprima le message et bloqua le numéro. Si Stéphane voulait parler, il pouvait le faire par l'intermédiaire d'avocats. S'il voulait le menacer, Victor avait assez de preuves pour l'enterrer. Mais surtout, Victor voulait juste passer à autre chose. Il ferma son ordinateur, éteignit les lumières, monta à l'étage. Il jeta un coup d'œil à Juliette, endormie avec son carnet de croquis, puis à Lucas, ronflant doucement, un cahier de tactique de rugby sur la poitrine. Ses enfants. Sa famille. Tout le reste n'était que du bruit. Un an plus tard, Victor se tenait à l'inauguration de son dernier projet, un ancien palais de justice historique transformé en centre culturel communautaire. Le bâtiment était condamné quand il avait accepté le chantier, jugé irrécupérable. Mais Victor ne croyait pas aux choses irrécupérables. Juste aux choses mal examinées. Il avait passé 18 mois à trouver les bonnes fondations sous la décomposition, à renforcer ce qui pouvait être sauvé, à reconstruire ce qui ne l'était pas. Aujourd'hui, le bâtiment se dressait fièrement, chaque détail d'origine préservé, chaque nécessité moderne parfaitement intégrée. Les œuvres d'art de Juliette étaient exposées dans la galerie principale, des photographies du processus de restauration, des clichés avant-après racontant l'histoire de la bâtisse. Lucas avait aidé au travail physique, apprenant la charpente et la maçonnerie aux côtés de l'équipe. Monsieur Vincent, une femme s'approcha. Une journaliste, munie de son carnet et de son dictaphone. Puis-je vous poser quelques questions sur le projet? Bien sûr. Ce bâtiment était considéré comme une cause perdue. Plusieurs cabinets avaient recommandé sa démolition. Pourquoi avez-vous pensé pouvoir le sauver? Victor leva les yeux vers le plafond majestueux, vers les poutres d'origine qu'il avait minutieusement restaurées. Parce qu'une chose n'est perdue que si on décide d'y renoncer. Ce bâtiment avait de bonnes fondations. Il avait juste besoin de quelqu'un prêt à creuser assez profondément pour les trouver. C'est une belle métaphore. Ce n'est pas une métaphore. C'est un fait. La journaliste gribouilla dans son carnet. J'ai cru comprendre que vous aviez traversé des épreuves personnelles pendant ce projet. La bataille pour la garde avec Stéphane Perret. Victor se raidit. C'est de l'histoire ancienne. Oui, mais ça a dû être difficile de travailler sur ce projet tout en vous battant pour vos enfants. Ça l'était. Mais c'est ce qu'on fait quand une chose a de l'importance. On est là. On fait le travail. On n'abandonne pas. Et Stéphane Perret, un commentaire sur sa situation actuelle? Je ne pense pas à Stéphane Perret. J'ai de meilleures choses sur lesquelles me concentrer. La journaliste s'éloigna. Victor retrouva les jumeaux dans la galerie photo, debout devant la plus grande œuvre de Juliette. Un triptyque montrant le palais de justice, en ruine, en pleine restauration, et enfin achevé. Elle rentre bien, dit Lucas. C'est parce que tu as pris la pause pour les photos pendant les travaux, le taquina Juliette. Ce plan d'action de toi portant la poutre, c'est ce qui vend le plus l'histoire. Ravi d'aider. Victor passa un bras autour de leurs épaules. 16 ans, presque des adultes. Juliette candidatait pour des écoles d'architecture. Lucas était repéré par des recruteurs pour le rugby universitaire. Ses enfants. Son héritage. Pas par le sang, mais par tout ce qui comptait vraiment. Papa, dit Juliette. Il y a quelqu'un ici qui voudrait te rencontrer. Un homme âgé s'approcha, s'appuyant sur une canne. Il semblait familier, mais Victor n'arrivait pas à le situer. Monsieur Vincent. Je suis Hubert Garnier. J'étais un ami de votre père, Hugo. On a fait notre service dans la marine ensemble. Je me souviens. Mon père m'a parlé de vous. Vous étiez à l'enterrement. Oui. Et je voulais vous remercier pour ce projet. Il serait fier.
Merci. Je voulais aussi vous dire quelque chose. Hubert Garnier lança un regard aux jumeaux. Votre père le savait. Savait quoi? Pour les jumeaux. Pour leur paternité. Il avait vu Stéphane Perret rendre visite à Mathilde il y a des années. Il avait des soupçons. Le monde de Victor vacilla. Il ne m'a jamais rien dit. Il m'a dit une fois, vers la fin, que ça n'avait pas d'importance. Que vous aviez élevé ces enfants, que vous les aviez aimés, que vous étiez leur père. Il disait que le sang était important, mais qu'être un père, c'était être présent tous les jours, de faire le choix de les aimer. Même quand c'était dur. Les larmes piquèrent les yeux de Victor. Il a dit ça? Oui. Et il a dit que vous étiez le meilleur père qu'il ait jamais vu. Parce que vous l'aviez choisi. Chaque jour, vous avez choisi d'être leur père. Et ça faisait de vous bien plus un père que la biologie ne pourrait jamais le faire. Hubert Garnier serra la main de Victor, fit un signe de tête aux jumeaux, et s'éloigna. Victor resta dans la galerie, entouré de photographies de destruction et de renaissance, et comprit ce que son père avait su depuis le début. La paternité ne s'héritait pas. Elle se construisait, jour après jour, choix après choix, instant après instant. Il avait bâti une famille de la même manière qu'il rénovait des bâtiments. En accordant une attention méticuleuse aux fondations, avec de la patience pour le processus, avec le refus catégorique d'accepter que ce qui valait la peine d'être sauvé soit un jour définitivement perdu. Papa. La voix de Juliette le ramena à lui. Tu vas bien? Oui, princesse. Je vais parfaitement bien. On y va? Qu'est-ce que vous diriez d'aller dîner pour fêter ça, Lucas et toi? Carrément. Ils quittèrent la galerie, la réception d'inauguration, les journalistes et la foule. Ils roulèrent jusqu'au bistrot où ils avaient fêté chaque grande étape depuis que les jumeaux étaient petits. Ils commandèrent les mêmes plats que d'habitude. Ils parlèrent, rirent et se disputèrent sur la musique, la politique et pour savoir si l'ananas avait sa place sur une pizza. Normal, ordinaire, parfait. Le téléphone de Victor vibra. Encore un numéro masqué. Il ne le regarda pas. Peu importait ce que Stéphane Perret voulait, vengeance, rédemption, nouvelle menace, ça n'avait plus aucune importance. Victor avait gagné. Pas au tribunal, pas par la vengeance. Il avait gagné en étant là. En choisissant d'être père là où il aurait été plus facile de s'en aller. En aimant ses enfants quand la vérité aurait pu tout détruire. C'était une victoire que Stéphane ne comprendrait jamais. Et cela la rendait plus douce que n'importe quelle vengeance que Victor aurait pu planifier. Plus tard cette nuit-là, seul dans son bureau, Victor vérifia finalement le message. Je suis désolé pour tout. Tu es un homme bien meilleur que je ne le serai jamais. Prends soin d'eux. SP. Victor le lut 2 fois, puis l'effaça. Il sortit la clé USB que Christine lui avait donnée. Celle contenant les preuves des crimes de Stéphane. Il l'avait gardée comme assurance, comme protection. Maintenant, elle ne ressemblait qu'à un fardeau qu'il n'avait plus besoin de porter. Victor détruisit la clé, et effaça les fichiers de sauvegarde de son serveur. Il laissa les preuves disparaître. Non pas parce que Stéphane méritait la clémence, mais parce que s'y accrocher signifiait rester prisonnier du passé. Et Victor était en train de bâtir un avenir. Il ferma son ordinateur, éteignit la lumière et monta se coucher. Demain, il commencerait à planifier le prochain projet, la rénovation du vieux théâtre du centre-ville. Juliette voulait documenter ça pour son portfolio. Lucas voulait apprendre l'ingénierie structurelle. Ils allaient travailler ensemble, tous les trois, pour construire quelque chose de magnifique à partir de quelque chose de brisé. Comme ils l'avaient toujours fait. Comme ils le feraient toujours. Parce que c'est ça que faisait une famille. C'est ce que les vrais pères apprenaient à leurs enfants. Pas comment gagner, mais comment reconstruire. Comment trouver la force dans les fissures. Comment choisir l'amour plutôt que la biologie, la présence plutôt que les promesses, les actes plutôt que les mots. Victor Vincent avait appris cette leçon de son père. Maintenant, il la transmettait à ses enfants. Et cet héritage-là, ce choix fait chaque jour pendant 16 ans, valait infiniment plus que ce que n'importe quel test ADN pourrait jamais prouver ou infirmer. C'était tout ce qui comptait. C'est ici que notre histoire touche à sa fin. Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Merci pour votre temps. Si vous avez apprécié cette histoire,
N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne.